Bonsoir et bienvenue à tous. Merci pour la fidélité renouvelée à Savane Soir. La situation sécuritaire à Guibo, c'est le principal sujet au menu de cette édition. Assez de spéculations depuis quelques semaines, mais quelle est la situation réelle à Guibo? Issa Oumarati a suivi une patrouille de l'armée burkinabé au cœur de cette ville capitale de la province du Soum dans le Sahel burkinabé. Reportage à suivre dans un instant. En politique, vague de démissions au mouvement du peuple pour le progrès, MPP. L'ancien parti au pouvoir n'est pas seul dans cette situation. L'Union pour le progrès et le changement, UPC, les nouveaux temps pour la démocratie, NTD, les mouvements pour le Burkina du futur, MBF, ainsi que le Rassemblement pour le Burkina, RPB, vivent la même situation, ce qui suscite des réactions d'acteurs et d'observateurs de la scène politique burkinabé. Résumé de quelques réactions dans ce journal. Participation communautaire des Dozo à la stabilité sociale au Burkina, c'est le thème de la 3e édition du Gibon, une fête coutumière Dozo. Elle se tiendra dimanche et lundi prochain à l'initiative de l'association des Dozo et tradis praticiens du Kadiogo. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes. Tout de suite et maintenant, nous prenons la direction de Guibo, le chef-lieu de la province du Soum dans le Sahel burkinabé, subit la pression des groupes terroristes. Depuis quelques semaines, les spéculations vont bon train, mais quelle est la situation réelle à Guibo? Notre reporter Issa Oumarati a fait le constat avec l'appui de l'état-major général des armées. Guibo, une ville qui tente de se relever, c'est un reportage que je vous invite à suivre. Nous, on est là, on travaille. Si on n'entend pas seulement, on cesse une autre voie pour passer. Djibo, ville symbole et chef-lieu de la province du Soum, région du Sahel, ville au martyr. Cette ville qui jadis abritait un important marché de bétail de la région et même de la sous-région est sous l'emprise des groupes terroristes. Par la vue aérienne, les dégâts sont visibles dans certains secteurs de Djibo. Des maisons vides ou saccagées, de même que les commerces. Mais à l'intérieur, la ville survit malgré la peur et le désespoir. Le marché est ouvert, les hommes, les femmes et les enfants vaquent à leurs occupations. Mais ils sont vigilants et même méfiants dans leurs déplacements. Les terroristes ont aujourd'hui laissé leur marque, une peur intense. Les hommes armés, ils rentrent ici. Nous, on ne peut rien dire de cela. On les voit, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Ils repartent. On ne peut pas dire que l'armée ne sort pas, on ne peut pas dire que l'armée sort. Parce qu'il n'y a pas une seule voie pour qu'ils partent là où ils se trouvent. Ils peuvent continuer à passer par là où ils veulent. Mais nous, c'est que si nous on est là, on travaille. Si on n'entend pas seulement, on cesse une autre voie pour passer. Voilà. On ne peut pas dire qu'ils ne travaillent pas. On ne peut pas dire qu'ils travaillent aussi. Donc c'est votre quotidien, chaque jour c'est comme ça? Notre quotidien ici, chaque 16 heures. Même aujourd'hui à 16 heures, nous on va fermer. D'habitude, c'est le coupure qui nous fait fermer. Mais maintenant, c'est la situation. Maintenant, c'est les tirs qui nous font rentrer. Donc ils viennent tout le temps à partir de 16 heures ici? Ici, en tout cas, ils viennent entre 15h et 16h. Disons plus, en tout cas, tous les ils viennent à 16h. Parce que le marché, même aujourd'hui, le marché va se fermer à 16h. Actuellement, il y a la présence des terroristes dans la ville de Guibo. Ils nous font souffrir, mais il y a aussi la présence des soldats. Ce qu'il faut noter aussi est que dans la zone, les gens ont faim. Le sac de maïs coûte ici 40 000 francs. Nous prions que le trafic reprenne sur l'axe Guibo-Ouaga. Sinon, les gens vont mourir de faim. Nous n'avons plus rien. Les bœufs sont tous morts. Sincèrement dit, ça ne va pas. Parce que, bon, surtout dans un mois d'après, là, sincèrement dit, père de famille, tu viens, tu t'es assis toute la journée. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien de bon. Même aller au Borgendé ou à Nazumbu ou quelque part là, sincèrement dit, tout est bloqué. Bon, même maintenant, nourriture là aussi, ça ne va pas. Pour avoir ça aussi, ça ne va pas maintenant. Parce qu'il n'y a pas voie pour qu'on aille pour arriver à nourriture aussi.
Tu viens ici chaque matin à 6h, à 18h, tu es obligé de rentrer, puisque ça ne va pas. La ville de Djibo est sous le contrôle total de l'armée burkinabé. Une stratégie est mise en place pour parer à toute éventualité. Ici encore, la Grande Muette respecte son surnom. Aucune déclaration devant nos caméras. Des soldats armés jusqu'aux dents, en moto et en pick-up, nous escortent et nous conduisent jusqu'aux installations de l'ONE à Djibo. Ils nous alertent du risque des pièges explosifs. Et plus tard, ils vont nous recommander aussi de ne pas nous éloigner de l'escorte. L'ONEA n'arrive plus à desservir toute la ville comme dans les 3 mois en arrière. 2 de ces 3 stations de pompage ont été vandalisées par des hommes armés non identifiés. Nous nous rencontrons un agent de l'ONEA, le responsable étant à Ouagadougou depuis plus d'1 mois. Une partie qui a été touchée, mais jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons à satisfaire une partie de la population à Djibo ici. Et une partie, en fait, je peux dire les quartiers comme le secteur 4, le secteur 5, une partie du secteur 3, le secteur 2. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir un peu d'eau, même si c'est pas... Oui. Ici, c'était 3 stations de pompage, c'est les 2 stations de pompage qui ont été touchées. Donc la première station de pompage continue de fonctionner. L'eau constitue une priorité pour les habitants de Djibo après la sécurité. L'ONEA ne pouvant pas ravitailler la ville, les familles prennent d'assaut le barrage de Djibo qui est sec depuis novembre dernier pour creuser des puits afin de tenter d'étancher leur soif. Ici aussi, les soldats qui nous escortent sont stricts et leurs consignes sont claires. À ce jour, aucun réseau téléphonique n'est disponible dans la ville de Djibo. La compagnie Orange a quitté la ville depuis plus d'1 mois. Move et Télécel ne sont que l'ombre d'elle-même. Nous nous rendons au siège de Move à Djibo. Sur place, les bureaux sont fermés depuis 3 ans. Les installations sont sous contrôle d'un vigile. Le premier responsable qui est censé s'installer à Djibo se trouve actuellement à Waïgouya. Il coordonne par téléphone. Un véritable calvaire pour les Djibolais. Le réseau RTL est parti depuis le 15 janvier, un samedi. Voilà, le réseau Telmob aussi vient souvent. Le réseau Télécel aussi, bon, ça aussi ça fonctionnait, mais maintenant ça ne fonctionne plus. On pouvait appeler nos parents qui étaient ailleurs, eux aussi ils ont peur. Quand ils appellent, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Eux aussi ils ont peur. Nous aussi on a peur parce qu'ils sont là-bas, là, et mais ils s'inquiètent de nous. Puisque nous on s'inquiète d'eux. Parce que tu appelles tes parents, il y a ton père, ta mère, tous ils sont là. Tu les appelles, ça ne passe pas. Ça même c'est pas bon. Même si sur le réseau Télécel on gagne, même si le réseau RTL ne vient plus là, nous on veille sur le réseau pour pouvoir résoudre nos parents seulement. 10 jours comme ça, 40 jours comme ça, il y a le réseau RTL là qu'il n'y avait même pas. Donc de temps en temps aussi, le réseau Telmob là aussi, ça a coupé, ça fait longtemps. Ça vient et puis ça n'a même pas passé 1 semaine comme ça. Même actuellement, ça fait 3 jours, il n'y avait même pas le réseau Telmob. Bon, Télécel aussi, hier nous vers le 21 ou 22 heures comme ça, Télécel aussi occupé. Donc nous on est là, on n'a rien à faire maintenant. L'une des administrations présentes et qui résiste encore à la tempête, c'est la mairie de Djibo. 2 services sont fonctionnels, l'état civil et la comptabilité. La délégation spéciale n'est pas installée, un vrai casse-tête chinois pour cet employé de la mairie. Si actuellement c'est uniquement, je peux dire que c'est l'état civil seulement et la comptabilité. En tout cas c'est ça seulement, je pense que ça fonctionne. À l'état civil, on grouille toujours pour pouvoir faire les papiers administratifs. À la comptabilité aussi, on essaye de tout faire pour que les gens puissent avoir leur salaire. Et s'il y a des instances pour qu'on puisse aussi les gérer. Sinon, c'est tout. On ne peut plus rien faire à part ça. On ne peut plus rien faire? Oui, la délégation spéciale n'est pas mise en place d'abord. Et le maire aussi n'est plus en fonction. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs
chose qu'on ne peut plus faire. Il faut qu'il y ait la délégation. Sinon, on ne fonctionne plus. C'est uniquement le fonctionnement. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'investissement. On travaille pas. C'est le fonctionnement, c'est juste pour fonctionner. Comme tous les autres employés du public et du privé de la commune de Djibo, cette dame fonctionnaire fait part de ses inquiétudes. On espère toujours. C'est uniquement ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'espérance. On espère et on espère tous les jours, c'est tout. Sinon, c'est vraiment compliqué. L'armée est toujours là, fait les patrouilles, mais à chaque fois, quand on voit que l'armée, même s'il retourne seulement en une fraction de seconde, ça va trouver que les autres aussi sont là. Donc, on est là, c'est l'espérance seulement. On prie Dieu tous les jours, c'est l'espérance seulement, sinon ce n'est pas facile. Tu peux venir au service, tu entends des tirs, tu es obligé de rester là. Tu imagines si les tirs vont perdurer jusqu'au lendemain. Tu vas dormir ici, laisser tes enfants à la maison. Une véritable psychose collective règne désormais à Djibo. L'ombre des terroristes plane, mais l'armée est présente, prête à toute éventualité, ce qui donne encore de l'espoir aux Djibolais en attendant le bout du tunnel. Voilà, et nous espérons vivement que le bout du tunnel ne soit plus loin. Dans la région du Nord, des femmes déplacées internes basées à Waiguya, le chef-lieu, ont marché hier. Elles demandent de l'eau et des vivres, des denrées qui manquent actuellement sur le site de Yuba où elles sont accueillies. Cette marche les a conduites à la direction régionale de l'action sociale du Nord, nous rapporte notre correspondant sur place, Pascal Sawadogo. Et face à cette situation humanitaire qui n'épargne aucune région du Burkina Faso, de bonne volonté tentent de faire ce qu'elles peuvent. Dans la région des Hauts-Bassins, ce sont des importateurs et revendeurs de poissons fumés sénégalais qui ont fait samedi dernier un don d'une valeur de plus de 2 500 000 francs CFA aux personnes déplacées internes qui se sont donc installées dans cette ville de Sia. C'était en présence de Raymond Salif Ozida de Savane Média Ouest. Des vivres et des nattes d'une valeur de plus de 2 500 000 francs CFA. C'est ce que l'association burkinabé des importateurs et revendeurs de poissons fumés venus du Sénégal apporte aux déplacés internes vivant à Bobo Dioulasso. Son président Issaka Djendéré présente cela comme un élan de solidarité en vue de permettre aux personnes déplacées internes de vivre dignement dans leur zone d'accueil. Le premier responsable régional de la solidarité et de l'action humanitaire des Hauts-Bassins a salué le don. Un geste qui s'inscrit selon lui dans l'esprit de l'appel des plus hautes autorités face au déplacement massif des personnes fuyant les attaques terroristes. Il faut dire que c'est un grand sentiment de joie et puis de reconnaissance aussi à l'endroit de l'association. Parce que comme vous le savez bien, les hautes autorités même ont demandé cet élan de solidarité. Parce que l'État à lui seul ne pourra pas vraiment surmonter les difficultés auxquelles les personnes déplacées sont confrontées. Mais c'est aussi dans cet élan de solidarité-là qu'on pourra en tout cas revoir vraiment la solidarité qu'il faut à l'endroit de ces personnes déplacées et qui va aussi augmenter leur dignité. Parce que nous tous, nous savons dans quelles conditions ils ont quitté leur localité d'origine et aussi dans quelles conditions ils se retrouvent aussi au niveau des zones d'accueil. Les importateurs et revendeurs de poissons fumés du Sénégal avaient à leur côté l'honorable Daouda Savadogo. Pour le parrain, l'engagement derrière cette action en faveur des personnes déplacées internes est aussi une réponse à l'appel de la nation. Nous savons ce qui se passe, personne ne veut être dans leur situation. Et aussi, ils n'ont pas voulu ce qui arrive. Alors, donc, par conséquent, si vraiment on a la force de courir et les soutenir, on ne va pas hésiter. Quel qu'en soit l'endroit, nous partirons. Ce que moi, je voudrais peut-être demander à tous les Burkinabés, c'est vraiment de réfléchir. Le problème là, le langage français dit que l'air est grave. L'air est grave, parce que ces personnes-là ne sont pas prêtes à arrêter. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour accompagner l'autorité pour pouvoir faire ce combat? Le gouverneur des Hauts-Bassins, représenté par sa conseillère technique, a appelé les communautés d'accueil à promouvoir cet élan de solidarité dans un contexte particulier. Nous avons reçu des dons composés de vivres, de nattes, d'huile, de la part de l'association burkinabé des exportateurs et revendeurs de poissons, à qui nous disons infiniment merci. Merci à eux pour ce geste de solidarité au regard de la situation de précarité qui vivent les personnes déplacées internes.
Le représentant des bénéficiaires a exprimé aux donateurs la reconnaissance des personnes déplacées internes. Les bénéficiaires sont au nombre de 140 personnes issues de cet arrondissement de la ville de Bobo-Dioulasso. Retour à présent à Ouagadougou pour parler de la situation politique nationale. Les organes de la transition se mettent en place petit à petit. L'Assemblée législative de transition a été donc installée hier. Si certains membres de cette assemblée vont à l'hémicycle pour la première fois, d'autres font leur comeback et ils sont au nombre de 2. Fatih Sankara a cherché à les faire connaître. Suivant. À l'Assemblée législative de transition, tous les députés ne sont pas des novices. Si certains enfilent pour la première fois la tunique de député, d'autres signent leur retour. C'est le cas de Drissa Sanogo qui siège pour la 3e fois. Il est à l'ALT pour le compte de la composante autre parti. Une occasion pour Drissa Sanogo de corriger ses erreurs du passé. Ça me permettra d'éviter, comme je l'ai dit tantôt, les erreurs du passé, parce qu'en son temps, j'étais très jeune. Vous avez vu qu'actuellement, je suis encore jeune dans la peau, mais dans l'esprit, quand même, l'esprit est mieux maintenant. Cette fois-ci, on va faire des propositions pertinentes. Nous sommes là, n'oubliez pas que c'est le caractère transitionnel là qu'il faut voir. C'est une transition. Et cette transition est encore différente de celle qu'on a eu à vivre en 2015. Voilà, ça dit que 2014-2015, là, c'était une transition où, en son temps, on n'avait pas de problème. Et maintenant qu'il y a jusqu'à 2 ou 3 problèmes qui se présentent. À côté de Drissa Sanogo, qui signe son retour, il y a Jean-Hubert Bazier. Désigné par l'ex-majorité, Jean-Hubert Bazier siège pour la 2e fois. Après le CNT en 2014, il est de retour à l'Assemblée législative de transition. Le contexte n'est pas le même qu'en 2014 et Jean-Hubert Bazier en est conscient et dit mesurer la lourde tâche. L'essentiel, c'est de nous battre de manière commune, de manière fraternelle pour sortir notre pays des difficultés qu'il connaît actuellement. Le nouveau pouvoir a fixé des priorités. Nous devons légiférer dans le sens de permettre au peuple burkinabé de sortir du bourbier, de se sentir solidaire, de comprendre que nous avons la même patrie et que la priorité absolue, c'est de sauver cette patrie, de sauver la fraternité, la cohésion sociale, le vivre ensemble et de ne pas tergiverser en nous arrêtant aux détails, en nous arrêtant à ce qui peut nous diviser. Conscient des défis qui les attendent, Jean-Hubert Bazier et Drissa Sanogo entendent travailler dans le sens des aspirations de la population. L'ALT est différent du CNT de 2014, soutiennent-ils. Voilà, et l'on s'intéresse à présent à ces démissions qui frappent plusieurs partis politiques ces derniers jours. Seulement 2 mois après la perte du pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès a perdu une quarantaine de cadres, en tout cas qui ont démissionné. L'Union pour le progrès et le changement, UPC, le Nouveau Temps pour la démocratie, NTD, le Mouvement pour le Burkina du futur, MBF, ainsi que le Rassemblement pour le Burkina, RPB, tous partis de l'ex-majorité présidentielle vivent la même situation, ce qui ne laisse pas indifférent Abdul Karim Sango, Newton Ahmed Bari et Adama Ouedraogo dit Damis. Résumé de leur réaction avec Issa Oumarati. Heureusement que la vertu n'a pas d'âge, ainsi s'exclame sur sa page Facebook l'ancien ministre en charge de la culture, par ailleurs président du Parti pour la Renaissance nationale parent, Abdul Karim Sango. Ce dernier déplore les démissions actuelles constatées au sein de l'ancien parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour les Progrès, MPP. Il ajoute que ce mercato politique est le comble de l'indécence. Il est révélateur de la déstructuration morale de ce pays. Le ton est plus ferme avec l'expression « Quelle vie politique de misère » propos de Newton Ahmed Bari, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'ancien journaliste est éprouvé à la fois par le comportement politique qu'adoptent certains Burkinabés et de ce qu'il présage comme attitude inchangée tenue par les nouveaux dirigeants dans un pays dont l'avenir est en jeu. Adama Ouedraogo dit Damis, un autre journaliste et écrivain, n'est pas resté sans commentaire face à la vague de démissions au sein de l'ex-parti au pouvoir. Selon lui,
Tous ceux qui ont démissionné du MPP n'ont jamais été avec Rogma Christian Kaboré par conviction. Il accompagnait juste pour faire du business politique. En attendant, les démissions se poursuivent à la fois au sein du MPP qu'au sein d'autres partis alliés comme le Nouveau Temps pour la démocratie NTD et le mouvement Burkina du futur MBF. Suite de savant soir, les élèves de l'école primaire de SOS au village d'enfants dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou étaient dans les locaux du groupe Savane Média et de l'entreprise Mira Élevage. Une sortie récréative et de découverte suivie pour nous par Daouda Yameogo. Âgés de 6 à 13 ans, ces élèves de l'école primaire SOS Village située dans le quartier Toudoubouego de Ouagadougou s'intéressent déjà au métier du journalisme. Ils ont pris connaissance du processus de production de l'information à Savane Média. C'est dans le cadre de leur sortie récréative du second trimestre. J'ai content. J'ai à Savane. Nous sommes allés visiter à la savane et nous sommes allés visiter Mira Élevage. Je suis contente de la sortie parce qu'on a visité la savane Mira Élevage. À Mira Élevage, on a vu des poussins. À Savane, on voyait des gens qui se préparaient pour faire une émission. J'ai dit à papa qu'on veut venir ici. On veut venir à chaque fois. Les élèves ont également touché du doigt les réalités de l'élevage et de l'agriculture au centre de formation Mira Élevage. Une initiative saluée par le PDG du centre, Kadri Savadougou. C'est une joie pour moi de recevoir cette visite-là parce que l'objectif de Mira Élevage en mettant en place ce centre, l'un des objectifs c'est de permettre aux élèves là de pouvoir apprendre des métiers pendant leurs années d'études, que ce soit pendant les vacances, pendant les congés ou pendant les week-ends. Voilà, donc c'est un premier pas dans notre objectif. Voilà, et donc vraiment c'est une joie pour nous. Ils auront l'occasion de découvrir parce que dans ces centres ici, ils vont voir d'abord comment on élève la volaille, ils vont voir encore comment pratiquer l'agriculture moderne. Parce que si vous remarquez, dans les centres ici, nous avons au moins 3 systèmes d'irrigation modernes. Voilà, nous avons les systèmes d'irrigation par goutte à goutte, les systèmes d'irrigation par aspersion et par spray. Voilà, donc ils vont vraiment, ça va attirer leur curiosité et ça va les permettre vraiment, dans l'avenir là aussi, de chercher vraiment à rentrer dans ce domaine-là. Pour Roland Kalmogo, enseignant à l'école primaire SOS Village, le choix de rendre visite à Savane Média et Mira Élevage n'est pas fortuit. La majorité des parents des élèves écoutent Savane Média et sont également paysans. Le média le plus connu, parce que nous sommes situés dans une zone un peu enclavée, une zone comme d'habitude on appelle zone non lotie, parce que c'est la zone située entre Polosgo et entre Toudoubouego et la zone industrielle de Kosodo. Donc c'est une zone et les parents, les enfants, la radio que nous écoutons plus, c'est Savane FM et la télé aussi, c'est ça. Maintenant, Mira Élevage, parce qu'effectivement nos enfants, là-bas, nous vivons deux sortes de vie. Donc pratiquement, c'est un village. Donc l'élevage, nous on a vu que dans le système éducatif actuellement là, on met l'élevage, l'agriculture, le jardinage dedans. Et c'était une occasion pour nous de venir ici. Donc c'est pour que les enfants prennent goût à l'élevage. Parce que dans le futur, on sait que le système éducatif du Burkina là, ne nous offre plus de l'emploi. Un repas communautaire à l'espace des nouvelles idées ENI a mis fin à la sortie récréative des élèves de l'école primaire SOS Village dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Eux, ce sont les membres des gouvernements scolaires de 9 établissements de la commune rurale de Tanguin-Dassouri près de Ouagadougou. Ils ont décidé de comprendre davantage le fonctionnement de la mairie de leur commune et pour cela, ils y ont effectué une visite. Chérif Boukari Dianda pour nous en dire davantage. Avant la visite proprement dite des services, c'est le préfet du département de Tanguin-Dassouri, Abdourahmane Nakro, qui a accueilli et encouragé les délégations des différents gouvernements scolaires et leurs facilitateurs.
À la suite du préfet, les membres des gouvernements scolaires ont échangé avec le secrétaire général de la mairie de Tanguinda-Souri, accompagné de quelques responsables de service. Cet entretien a été une occasion pour les visiteurs de s'informer sur le fonctionnement des différents services de la mairie à travers des questions-réponses. Elkana Axel Traoré, président du gouvernement scolaire de l'école de Kolognaba, et Audrey Zerbo de l'école application B, se disent satisfaits de la rencontre. Je suis content d'être venu dans cette mairie aujourd'hui. J'ai pu retenir la date de création de la mairie, le 1er mai de cette commune et la date de création de la radio. J'ai retenu que dans la mairie, il y a beaucoup de services. La date de création de la mairie, je suis satisfait. Qu'est-ce qu'un gouvernement scolaire et quel est son rôle? Le facilitateur Ousmane Kaboré répond. Le gouvernement scolaire, c'est une structure d'enfants mise en place à l'école pour s'impliquer dans la gestion de l'école. C'est-à-dire ça vise l'autonomie des élèves, l'éducation citoyenne, même le dit, l'initiation à la démocratie depuis la base. Principalement, le rôle, c'est entre eux pour qu'ils s'impliquent dans la gestion de l'école à travers la propreté, la santé, la discipline, le sport, la culture, l'environnement, pour la bonne marche de l'école. L'initiative à la vie démocratique dans les écoles est vivement appréciée par Dominique Dakisaga, secrétaire général de la mairie de Tanguinda-Souri. À travers les entretiens que nous avons eus à l'intérieur de la salle, je vois que l'initiative est à louer. C'est une très belle initiative, ça permet d'abord aux élèves de comprendre davantage sur le fonctionnement de nos institutions. Ça permet aussi de développer la culture démocratique. Dès le bas âge, si vous avez les notions de la contradiction, des débats, du pluralisme politique, ça permet d'avoir plus tard une société apaisée. Parce que ça va éviter la confrontation physique, ça va éviter la violence. Les jours à venir, les membres des différents gouvernements scolaires comptent rencontrer les responsables de la radio Bassam-Yam de Tanguinda-Souri. Participation communautaire du Dozo à la stabilité sociale au Burkina, c'est le thème de la 3e édition du Gibon, une fête coutumière Dozo. Elle se tiendra dimanche et lundi prochain. C'est à l'initiative de l'association des Dozo et tradipraticiens du Kadiogo, Siblina Kielsé. Pour cette 3e édition de la célébration du Gibon, les membres de l'association des Dozo et praticiens du Kadiogo veulent apporter leur contribution à la stabilité sociale au Burkina Faso. La particularité de cette célébration sera la tenue d'une nuit de démonstration à Ouagadougou dans l'arrondissement 9. Il y aura également des rituels sur le site du Dankoun à Samptenga. Maître Ibrahim Souri Zerbour est convaincu que les Dozo peuvent contribuer efficacement dans la lutte contre le terrorisme si vraiment l'État leur donne les moyens. Pour la défense du territoire, ce n'est pas seulement en partant avec des fusils qu'on peut aller combattre les terroristes. Les Dozo ont plusieurs moyens occultes. Travailler, pourvu que seulement qu'on leur donne les moyens et on leur demande de le faire. Je pense que ensemble, on va travailler à ce que la paix revienne au plus vite au Burkina et demander à la population d'adhérer. Parce que c'est très 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 important. La 3e édition du Gibon des Dozo du Kadiogo est placée sous le parrainage du trésor humain vivant Konomba Traoré. Pour lui, le Dozoya est une science qu'il faut préserver au regard de son importance dans certaines sociétés traditionnelles. Les Dozo, donc, sont ces gens-là qui ont la même vision de la vie, c'est-à-dire la défense même de la flore et de la faune, bon, et puis les soins médicaux en même temps. Bon, ce sont les hommes à tout faire dans un village. Hein. Là où il n'y a pas de Dozo, c'est comme l'endroit est vide. Parce que le Dozo, il est à la fois homme de sécurité, homme de justice. Ah oui, parce que quand il y a des différents quelque part, il s'interpose. C'est un homme ressource. Donc, chargé de veiller sur la sécurité du village, des gens et des biens en même temps. Parce qu'il lutte aussi contre les voleurs et les bandits. Hein. Bon, et le Dozo en même temps
un conciliateur, il est en même temps un soigneur. Et c'est lui qui pourvoyait le village en viande sauvage. La célébration coutumière des Dozo appelée Dankou, un des événements importants de la célébration, va mobiliser plusieurs Dozo de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée et bien sûr des Dozo de plusieurs régions du Burkina Faso. Et c'est la fin de cette édition que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Excellente soirée à vous qui l'avez suivi de bout en bout.